Goedemorgen, bonjour à tous. Ook aan het begin van dit verlengd weekend geven we u graag nog een stand van zaken mee van de pandemie in ons land. En daarvoor geef ik eerst het woord aan Stefan Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De coronacijfers blijven de goede kant op gaan. De besmettingen, ziekenhuisopnames en de overlijdens zijn ondertussen min of meer gehalveerd in vergelijking met de piek van de derde golf rond eind maart. In de ziekenhuizen, en ook voor wat betreft de overlijdens, plukken we meer en meer de vruchten van de vaccinatiecampagne. We zijn op de goede weg, maar nog niet uit de gevarenzone. Er blijft nog steeds veel virus circuleren, waarbij we steeds meer een relatieve verjonging zien in de besmettingen, de ziekenhuisopnames en jammer genoeg ook de overlijdens. Deze trend is normaal, gezien dat oudere generaties steeds meer beschermd worden door het vaccin. De afgelopen week werden er gemiddeld 2118 besmettingen per dag vastgesteld. En dat is opnieuw een verdere afname van 26% op weekbasis. We zien echter wel opnieuw een toename in de dagcijfers van de laatste dagen, waardoor we vermoeden dat binnenkort ook de weekgemiddelden opnieuw zullen toenemen. Op dit ogenblik doet de daling zich nog voor bij alle leeftijden, in het bijzonder bij kinderen onder de 10 jaar. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen zagen we de afgelopen week bij de tieners, met een uitschieter bij de 17-jarigen. Bij de 65-plussers daalt het aantal besmettingen opvallend. Slechts 3,5% van de afgenomen stalen test positief bij 65-plussers, tegenover zo'n 6% bij de actieve bevolking en meer dan 8% bij de tieners. De daling van de besmettingen is het meest uitgesproken in Limburg met min 38% en het minst uitgesproken in Waals-Brabant met min 8%. In de woonzorgcentra, daar kunnen we kort over zijn. De situatie blijft daar gunstig en stabiel, met slechts kleine wekelijkse schommelingen. Betreft de varianten, daar blijft de situatie ook vrij stabiel. De verhouding tussen de varianten lijkt weinig te wijzigen. De Britse variant blijft grotendeels dominant, met zo'n 89% van de besmettingen. De Zuid-Afrikaanse variant lijkt het onderspit te delven en komt minder en minder voor, met nog maar zo'n 0,5% van de besmettingen. En dat is eigenlijk heel goed nieuws, want de Zuid-Afrikaanse variant is de variant die het meest afwijkt van het vaccin. De Braziliaanse variant blijft relatief stabiel op zo'n 7% van de besmettingen. Het aantal gemelde besmettingen met de Indische variant neemt toe, maar blijft vooralsnog beperkt. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat ook verder in dalende lijn, behalve in het Brussels gewest en de provincie Waals-Brabant. De afgelopen week waren er gemiddeld 124 nieuwe opnames per dag. En dat is opnieuw een mooie daling van 20% op weekbasis. De daling kent dus een versnelling, wat betekent dat we in de eerste week van juni onder de 75 opnames per dag zouden kunnen uitkomen. Ook de ziekenhuisbezetting daalt verder aan een stabiel tempo. Momenteel liggen er 1642 patiënten met COVID in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 562 op intensieve zorgen. En dat zijn opnieuw dalingen van respectievelijk 14% en 13%. Aan dit tempo kunnen we volgende week donderdag onder de 500 bezette bedden uitkomen. En op 8 juni onder de 400 bezette bedden op intensieve zorgen. Na heel lang op een plateau vertoefd te hebben, kennen ook de overlijdens eindelijk een opvallende daling. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 20 overlijdens per dag te betreuren.
En dat is een daling van 43% op weekbasis. Ongeveer de helft van alle overlijdens vallen bij mensen jonger dan 75 jaar. En dan gaat het in het bijzonder over de categorie tussen 65 en 75 jaar, waar nu ruim een derde van alle overlijdens te betreuren valt. Betreft de vaccinaties, iets meer dan een derde, of 36% van de Belgen, heeft een eerste dosis gehad en 13%, iets meer dan een tiende, heeft een tweede dosis gehad. Meer dan 90% van de 65-plussers heeft een eerste vaccinatiedosis gehad. Maar ook de vaccinatiegraad bij de categorie daaronder, tussen de 55 en de 64 jaar, begint toe te nemen, met 63% die een eerste dosis heeft gekregen. De categorie van 45 tot 54 jaar zien we reeds een vaccinatiegraad van 36% voor de eerste dosis. Als we België vergelijken met andere Europese landen, dan zien we dat we het heel goed doen wat betreft de vaccinatiecampagne. België bekleedt momenteel de 7e plaats binnen de EU voor wat betreft het aantal eerste vaccindosissen die toegediend werden. We moeten enkele kleinere landen laten voorgaan, als ook Hongarije en Duitsland. En zoals u weet, in Hongarije gebruikt men ook het Russische vaccin als Chinese vaccins. Dit is een mooi resultaat voor België, dat we ook te danken hebben aan de hoge bereidheid van de Belgen om zich te laten vaccineren. Om af te sluiten zouden we ook nog enkele resultaten willen presenteren over het onderzoek naar antistoffen in de Belgische bevolking. Onderzoek dat werd uitgevoerd door Sciensano. Op Sciensano monitoren we de evolutie van antistoffen tegen het coronavirus in de bevolking. Zoals u weet, antistoffen worden opgewekt na een natuurlijke besmetting of na een vaccinatie en circuleren dan gedurende lange perioden in ons bloed. Voor deze studies richten we ons op specifieke groepen, zoals gezondheidswerkers, maar ook scholen. En we peilen ook naar de situatie in de algemene bevolking. De meest recente resultaten wijzen, zoals verwacht, op een stijging van het aantal mensen met antistoffen, en dit in alle groepen. Algemeen gesteld kan je stellen dat in de algemene bevolking, maar ook bij scholieren en ook bij het schoolpersoneel, we zien dat in de periode februari-april ongeveer 20–30% van de mensen antistoffen heeft tegen het coronavirus. Als we meer in detail kijken naar de schoolpopulatie, dan valt het volgende op. Algemeen kunnen we zeggen dat in maart 17,5% van de leerlingen in de lagere school en 19% van het schoolpersoneel in de lagere school en in de eerste graad van het middelbaar onderwijs antistoffen hadden. En dat is een stijging van 4% in vergelijking met de periode van januari 2021. Die stijging heeft vooral te maken met het effect van de derde golf en de besmettingen die daarmee gepaard gaan. De trend die we zien bij kinderen is daarmee vergelijkbaar met die in de volwassen bevolking. Als we het lager onderwijs vergelijken met het middelbaar onderwijs, dan zien we dat het aandeel leerlingen met antistoffen vergelijkbaar is. In de lagere school is dat 17% en in de middelbare school, eerste graad, 18%. Bij het schoolpersoneel zijn er wel enkele verschillen. We zien dat in de lagere school 22,5% van de personeelsleden antistoffen had, terwijl dit 14,9% betrof bij het personeel in de middelbare school. Het is daarbij opvallend dat het percentage relatief laag is bij het personeel in de middelbare school, ook als je dat vergelijkt met de percentages in de algemene bevolking. Verder zijn er ook duidelijke regionale verschillen. In Vlaanderen ligt het percentage leerlingen en leerkrachten met antistoffen over het algemeen wat lager dan in Wallonië. Brussel spant weliswaar de kroon
en toont hogere cijfers dan zowel Vlaanderen als Wallonië. 26% van de leerlingen in het lager had antistoffen en 36% in het middelbaar. Dat weerspiegelt opnieuw de algemeen hogere besmettingsgraad in het verleden, in het bijzonder in Brussel, maar ook in Wallonië. Scholen lijken daarbij vooral de algemene verspreiding van het virus in de bevolking te weerspiegelen. Voor de evolutie van de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus bij de volwassen Belgische bevolking beschikken we over 2 bronnen. Enerzijds de resultaten van de analyses op het bloed van de bloeddonoren, maar ook over de resultaten van een nieuwe speekselstudie. Sciensano onderzoekt in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen en Le Service du Sang de la Croix-Rouge sinds 30 maart 2020 de aanwezigheid van antistoffen bij Belgische bloeddonoren. Uit de laatste analyses van begin februari 2021 blijkt dat op dat ogenblik 20,3% van de donoren antistoffen had. Recent hebben we ook een studie opgestart waarbij op een willekeurig gekozen groep van de volwassen bevolking in België analyses worden uitgevoerd op het speeksel. Mensen worden uitgenodigd op willekeurige basis om bij zichzelf een speekselstaal af te nemen en dat per post op te sturen naar Sciensano. In het speeksel kunnen antistoffen bepaald worden, net als in het bloed. Uit de eerste analyses blijkt dat in de eerste helft van april 28,9%, of bijna 30%, van de volwassen mensen antistoffen had tegen het coronavirus in het speeksel. Bij de deelnemers die aangaven dat ze nog niet gevaccineerd waren, bedroeg dit 19,4%. En om af te sluiten ook nog enkele gegevens over de situatie bij de gezondheidswerkers. Daar is de situatie anders, omdat deze groep prioritair gevaccineerd werd sinds half januari. En dat zien we ook in de resultaten van de antistoffenonderzoeken. Bijna alle gezondheidswerkers in de ziekenhuizen, of zo'n 97%, had eind april antistoffen. In de eerste lijnzorg, bijvoorbeeld de huisartsen, is dat iets lager met 84%. We zien dus een duidelijke impact van de vaccinatiecampagne bij de gezondheidswerkers. Eind april had 95% van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen tenminste 1 dosis van het vaccin gekregen en was 91% reeds volledig gevaccineerd. In de eerste lijn was dit respectievelijk 97% voor de eerste dosis en 81% voor de tweede dosis. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui aussi, comme il y a quelques jours, les chiffres vont dans le bon sens et nous sommes donc contents de pouvoir dire que tant le taux de contamination, les hospitalisations et les décès continuent à diminuer et de manière tellement significative qu'ils ont diminué de moitié par rapport au pic de la 3e vague. Dans les hôpitaux, mais aussi au niveau des décès, on récolte maintenant de plus en plus les fruits de la campagne de vaccination. Nous sommes donc sur la bonne voie, on l'a déjà laissé sous-entendre, mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Soyons clairs, le virus circule toujours et on constate un rajeunissement relatif de la population, tant des contaminés que des hospitalisés et malheureusement aussi des décès, même si ceux-ci sont moins nombreux. C'est évidemment une tendance un peu logique dans la mesure où la vaccination a été massivement implémentée au départ chez les personnes les plus âgées et qui sont donc les premières à être convenablement protégées. Si on s'intéresse, comme sur la première diapositive, aux contaminations, on voit que nous avons eu en moyenne 2118 contaminations par jour, ce qui est une diminution d'un gros quart de 26% effectivement sur une base hebdomadaire.
Il faut savoir que ces derniers jours, on constate au jour le jour un peu plus de contamination, ce qui signifie que cette moyenne pourrait éventuellement réaugmenter dans les jours qui viennent. Actuellement, en tout cas, sur les chiffres qu'on analyse ici, la diminution se présente dans tous les groupes d'âge et, une fois de plus, on l'a déjà dit à la dernière conférence de presse, tout spécialement chez les enfants de moins de 10 ans. La semaine passée, le nombre le plus élevé de nouveaux cas était chez les adolescents, avec un pic à l'âge de 17 ans. En contraste, chez les personnes les plus âgées, on a maintenant des prélèvements de moins en moins fréquemment positifs, puisque chez les plus de 65 ans, le taux de positivité des prélèvements n'est que de 3,5%, alors qu'il est de 6% dans la population générale et de 8% chez les adolescents. En nombre de nouveaux cas, la diminution la plus prononcée est dans le Limbourg avec moins 38%. La diminution la plus faible est dans le Brabant wallon avec moins 8%. Vous savez que traditionnellement, notre séance du vendredi était assez largement consacrée aux maisons de repos. Ce n'est plus le cas pour l'instant parce que la situation y est, je dirais, remarquablement calme et favorable avec des changements hebdomadaires mineurs. Au niveau des variants qui touchent la population, que peut-on dire? Là aussi, la situation est globalement stable. Nous avons actuellement le variant dit anglais qui est devenu totalement majoritaire et qui, pour l'instant, représente à peu près 89% des prélèvements. Nous avons une diminution importante du variant sud-africain qui ne représente plus qu'un demi-pourcent et de manière assez systématique d'ailleurs ces dernières semaines qui est en diminution, ce qui nous arrange bien si on peut dire puisque c'est celui sur lequel on a le plus de doutes quant à l'activité aussi bonne de la vaccination, même si de plus en plus de résultats sont réconfortants à ce niveau-là aussi. Nous avons un variant brésilien qui stagne entre 4 et 7%, c'est 7% pour cette semaine-ci, et nous avons un certain nombre de variants indiens, mais qui restent actuellement en tout cas en nombre limité. Si on s'intéresse, comme on le voit sur la diapositive, aux nouvelles hospitalisations, eh bien elles diminuent. Elles diminuent également globalement, sauf dans la région de Bruxelles et dans le Brabant wallon. Nous avons eu en moyenne 124 nouvelles admissions par jour, ce qui est là aussi une diminution de 20%, donc d'un cinquième. Cette diminution s'accélère de manière telle d'ailleurs que nous pourrions arriver ainsi au début juin à ces fameux moins de 75 admissions par jour qui avaient été repris comme un critère important de la bonne évolution de l'épidémie dans notre pays. Le taux d'occupation des hôpitaux, qui en découle bien sûr, continue également à diminuer, ce qui fait qu'actuellement nous avons 1642 patients Covid dans nos hôpitaux, dont 562 en soins intensifs, c'est respectivement 14 et 13% de moins que la semaine passée. À nouveau, si le rythme se continue tel quel, nous pourrions arriver à moins de 500 lits occupés en fin de semaine prochaine et à moins de 400 lits de soins intensifs occupés vers le 8 ou le 9 juin. Au niveau des décès, on sait qu'ils ont stagné sur un plateau pendant assez longtemps. Et là aussi, finalement, nous avons une diminution significative. Nous déplorons toujours actuellement en moyenne une vingtaine de décès par jour, mais c'est 43% de moins que la moyenne qu'on avait par rapport à la semaine précédente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ la moitié de ces décès surviennent actuellement chez des gens de moins de 75 ans et qu'un tiers de tous les décès sont chez des personnes qui ont entre 65 et 75 ans. C'était une tranche d'âge qui était encore peu vaccinée il y a quelques semaines et on est heureux de voir qu'avec le taux de vaccination qui devient de plus en plus important, avec le taux de positivité des frottis de moins en moins élevé, cette tranche d'âge devrait elle aussi bientôt être moins représentée au niveau des décès. Ceci est l'occasion de redire quelques mots sur la vaccination, dont on vous entretient amplement d'habitude le mardi. Actuellement, en gros tiers, 36% des Belges ont reçu une première dose de vaccin et 13% une seconde dose.
Nous avons maintenant chez les personnes de plus de 65 ans, plus de 90% de la population qui a reçu une dose de vaccin, et nous avons une couverture vaccinale dans les 55-64 ans qui commence à bien augmenter aussi, puisque pratiquement 2 tiers, 63% d'entre eux, ont reçu au moins une dose de vaccin. Pour les 45 à 54 ans qui commencent à être vaccinés, nous sommes déjà à un gros tiers, à 36% de couverture par une dose, ce qui est un très bon résultat et ce qui permet à la Belgique d'osciller entre la 5e et la 7e place, en l'occurrence pour l'instant la 7e place dans le classement européen des pays dans lesquels il y a au moins les gens ont reçu une dose de vaccin. Nous sommes précédés par quelques petits pays comme Malte, nous sommes précédés par un grand pays comme la Hongrie qui a des vaccins chinois et des vaccins soviétiques en addition aux vaccins européens et par un seul autre grand pays qui est l'Allemagne. Ces bons résultats sont liés au fait que, globalement, dans la population, il y a en Belgique une bonne acceptation et une bonne compréhension de l'importance de se faire vacciner. Après ces constatations, on voulait discuter avec vous d'un thème de séroprévalence, donc les anticorps présents chez les personnes en Belgique. Il y a plusieurs études sur le sujet et c'est l'occasion aujourd'hui d'avoir les dernières données sur ces différentes études. Vous le savez, Sciensano, en collaboration avec différentes structures, suit l'évolution de la présence d'anticorps contre le virus dans la population. Ces anticorps persistent longuement dans le sang essentiellement, dans d'autres liquides corporels aussi, soit après une contamination naturelle, soit après la vaccination. Et dans ce contexte, on suit donc des groupes spécifiques qui sont les professionnels de santé, par exemple, qui sont les écoles, aussi bien au niveau des écoliers que du personnel, mais on étudie aussi la population générale et jusqu'à présent, les données qu'on vous donnait émanaient des donneurs de sang. On a maintenant une autre étude dont on va vous parler qui permet de croiser nos résultats par rapport à cette étude sur les donneurs de sang. Globalement, que peut-on dire? Ces derniers résultats, qui sont des résultats d'entre février et avril 2021, montrent une augmentation du nombre de personnes dans tous les groupes étudiés dans la population belge. Que ce soit la population générale, les écoliers, le personnel scolaire, on peut dire qu'actuellement, entre février et avril, on a entre 20 et 30% de ces personnes qui ont des anticorps contre le Covid. Alors on va regarder ceci plus en détail ensemble et on va commencer par la population scolaire. On peut dire qu'en mars de cette année, on avait 17,5% des élèves et 19% du personnel scolaire en primaire ou au début du secondaire qui avaient des anticorps. Ceci est 4% de plus que lors de la précédente étude qui donnait des échantillons sur décembre 2020 et janvier 2021. Il est fort probable que ceci soit lié à la 3e vague qui était en cours à ce moment-là, avec une tendance chez les enfants qui est comparable à celle que l'on a pu voir dans la population générale. Que ce soit à l'école primaire ou au niveau du secondaire, le nombre d'enfants avec des anticorps est du même ordre de grandeur puisqu'il y avait 17% pour l'école primaire et 18% pour le secondaire. Au niveau du personnel scolaire, par contre, on a une différence au niveau de ces deux parties de l'enseignement, puisqu'il y a 22,5% du personnel de primaire qui a des anticorps, et j'ai envie de dire seulement 14,9% du personnel dans le secondaire, soit moins que la population générale. Il y a, en dehors de cela, aussi des différences régionales. Vous le savez, on avait déjà évoqué ça au préalable. Au niveau de la Flandre, par exemple, globalement, ces pourcentages sont plus bas que ceux qu'on retrouve en Wallonie. Et c'est vrai tant pour les élèves que pour les enseignants. Et Bruxelles a, depuis pratiquement le début, en tout cas depuis de nombreux mois, les chiffres les plus élevés, puisqu'au niveau de l'école primaire, 26% des élèves y ont des anticorps, et qu'on monte au secondaire à 36%. Donc plus d'un tiers qui a des anticorps. Ceci est à mettre en
en parallèle avec les taux dans la population générale des régions en question. Et on sait que la manière dont l'épidémie, entre autres la deuxième vague, s'est répandue, elle a touché plus particulièrement effectivement Bruxelles et la Wallonie. À nouveau ici, l'école est un miroir de ce qui se passe dans la population générale. Après avoir donné quelques détails ainsi sur l'école, voyons justement la population générale. Alors, au niveau de cette population, on disposait, je vous l'ai déjà dit, de données concernant les donneurs de sang, mais on a maintenant aussi des premiers résultats d'une autre étude. Pour les donneurs de sang, c'est un suivi qui se fait depuis fin mars 2020, en collaboration avec la Croix-Rouge dans les 2 régions du pays. Et ces résultats vous montrent, et on le voit bien sur le graphique aussi, des chiffres qui sont relativement stables aux environs de 19-20%. Les derniers résultats de février 2021 nous montrent, comme on le voit ici, 20,3% des donneurs qui ont des anticorps. À côté de cette population, qui a malgré tout une certaine sélection, un certain biais, puisqu'elle va entre 18 et 75 ans, de gens en bonne santé, n'ayant pas présenté récemment d'infection. Sciences-ANO a voulu avoir des résultats sur un échantillonnage plus représentatif de la population belge générale, qui a été sélectionnée au hasard et qui a été invité à effectuer un autoprélèvement. Alors, pas un autoprélèvement de sang, mais un autoprélèvement de salive. Effectivement, il y a des techniques permettant maintenant de déterminer les anticorps contre le Covid au niveau salivaire et d'envoyer tout simplement cet échantillon par la poste. C'est évidemment extrêmement facile et non traumatisant. Les premiers résultats font apparaître que pendant la première moitié du mois d'avril, donc c'est vraiment les résultats les plus frais qu'on puisse avoir, pratiquement 30%, en l'occurrence 28,9% des adultes possédaient des anticorps. Si on enlève les personnes qui ont été vaccinées et qu'on retrouve les personnes donc, qui n'ont pas reçu de vaccin, on a 19,4% à rapprocher des 20,3% des donneurs de sang. Et donc, ce sont des chiffres remarquablement proches qui se croisent entre ces 2 études. Alors, dernière donnée pour aujourd'hui, qu'en est-il des professionnels de la santé? On a là une situation qui est évidemment tout à fait différente. Tout à fait différente, non pas spécialement parce qu'ils ont été plus exposés, mais tout spécialement parce qu'ils ont été parmi les premiers vaccinés. Et vous le savez, ils ont été vaccinés massivement à partir de la mi-janvier 2021. On observe ainsi, fin avril 2021, qu'au niveau des hôpitaux, 97% du personnel de santé avait des anticorps contre le coronavirus. Au niveau du personnel de santé de première ligne, comme les médecins généralistes par exemple, le taux est de 84%. Très clairement, on a là un impact des campagnes de vaccination. Fin avril, 95% du personnel soignant avait reçu au moins une première dose et 91% avaient une vaccination complète. Au niveau de la première ligne de soins, ces chiffres étaient de 96,6% et 81,1% pour la vaccination complète. Et on a bien vu ceci a une répercussion claire dans le taux d'anticorps et donc la protection que ce personnel a pu en recevoir. Merci pour votre attention. Goedemorgen. Het verlengde weekend is voor velen een moment om tot rust te komen. Geniet hiervan op een verantwoorde manier. Want tijdens het Pinksterweekend zijn er immers voldoende activiteiten om samen te doen. Doe dit bij voorkeur uiteraard buiten. Geniet bijvoorbeeld van een glas op een terras. Spreek buiten af met vrienden om bijvoorbeeld te gaan sporten. Let er wel op dat je steeds de veiligheidsafstand kan respecteren. In dit regenachtig weekend is de verleiding groot om meer binnenactiviteiten te gaan doen. Een museum kan dan een leuk en vooral veilig alternatief zijn. Als je dit weekend vrienden of familie ontmoet, kan een zelftest een bijkomende bescherming bieden om alles in veiligheid te laten verlopen. Een zelftest uitvoeren is een teken van hoffelijkheid, waarmee je de gezondheid van je vrienden of familie respecteert. Een zelftest kan aangekocht worden in elke apotheek. Ook bij een negatieve test, en dat is toch wel belangrijk om te onderlijnen,
is het belangrijk om de beschermingsmaatregelen te blijven respecteren. Het afstand bewaren, het dragen van een mond-neusmasker, handen wassen, enzovoort, enzovoort. Binnen kan je 2 mensen ontvangen. Zijn deze mensen niet je knuffelcontact, blijf dan steeds op een veilige afstand. Verlucht ook voldoende de binnenruimtes door ramen en deuren open te zetten. Zo geniet je op een veilige manier van elkaars gezelschap. Zoek toch graag de buitenlucht op. Je kan bijvoorbeeld rommelmarkten afschuimen, een bezoek brengen aan een dierentuin of bijvoorbeeld een theatervoorstelling buiten in de open lucht bijwonen. Al deze activiteiten hebben we de afgelopen maanden moeten missen. Geniet van deze mogelijkheden, maar laten we vooral voorzichtig blijven. We zijn op de goede weg, maar waakzaamheid blijft toch nog geboden. Samen hebben we immers 1 doel voor ogen, zo snel mogelijk het normale leven terug oppikken. We blijven ons dan ook inzetten, zodat de vooropgestelde versoepelingen kunnen ingaan in de komende weken en maanden. Dank u wel en prettig weekend alvast. Bonjour à toutes et tous. Le week-end prolongé à venir sera l'occasion pour beaucoup d'entre nous de se détendre. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous espère. Profitons de ce week-end avec nos proches et faisons-le bien sûr d'une manière responsable et respectueuse de l'autre. L'idéal reste, dans la situation transitoire actuelle, de privilégier les activités en extérieur. Et ce n'est pas le temps indigne d'un mois de mai qui doit nous arrêter, déguster un café ou un verre en terrasse, retrouver des amis pour faire une promenade ou une séance de sport par exemple. En accueillant famille ou amis sur sa terrasse également. Et on le rappelle qu'actuellement, ces rassemblements ne peuvent pas dépasser 10 personnes. Il est encore demandé également de garder une certaine distance de sécurité entre nous. Toujours dans ces opportunités de loisirs à l'air libre, vous pouvez dès à présent écumer les marchés aux puces, faire une escapade au zoo ou assister à une représentation théâtrale en plein air. En ce week-end pluvieux, la tentation peut être grande de faire davantage d'activités en intérieur. C'est dans certains cas possible. Par exemple, sur certains sites culturels, on pense aux musées. C'est devenu également à nouveau envisageable de le faire chez soi. Vous pouvez recevoir à présent 2 personnes à l'intérieur. Pour les recevoir ensemble, ces personnes doivent être du même foyer. Et s'il s'agit de votre contact rapproché, il y a toujours cette règle de la distance à respecter entre nous qui s'applique. Aérez également suffisamment les pièces en entr'ouvrant par exemple une fenêtre pour que l'air circule, l'air se renouvelle. Ainsi, vous pourrez profiter de la compagnie de vos proches en toute sécurité. Si vous rencontrez des amis, de la famille, ce week-end, et évidemment dans les jours à venir, un autotest peut constituer une protection supplémentaire pour que tout soit fait en sécurité. Faire un autotest est comme un geste de courtoisie, une manière de montrer que vous vous souciez de la santé de vos amis ou de votre famille. Un autotest se trouve sans prescription en pharmacie. Attention que même si le résultat est négatif, il est important de continuer de respecter les règles de précaution que vous connaissez. Loisirs, rencontres familiales en extérieur ou en petit comité en intérieur, toutes ces activités nous ont manqué ces derniers mois. Elles se réouvrent progressivement à nous, durablement grâce à votre engagement. Nous avons tous le même objectif, reprendre une vie normale dès que ce sera possible, et pour cela, nous ne devons pas brûler les dernières étapes. Et c'est ensemble que nous parviendrons à atteindre les objectifs nécessaires pour confirmer le calendrier de déconfinement prévu. On vous souhaite un bon week-end. Mais avant de se quitter, nous avons quand même encore 2 questions posées par la presse. Quel niveau d'anticorps sera nécessaire pour être considéré comme immunisé par rapport à l'instauration du certificat Covid européen? Alors, il s'agit là d'une question intéressante, mais qui n'est pas encore résolue. En effet, il y a plusieurs points à considérer. D'une part, il n'y a pas encore une technique standardisée, reconnue de manière unanime, et malheureusement, il n'y a pas encore ce qu'on appelle un cut-off, c'est-à-dire une limitation bien précise, au-delà de laquelle on peut dire que l'on est protégé. Il faut d'ailleurs savoir aussi qu'il n'y a pas que les anticorps qui jouent un rôle dans la protection, d'autres choses comme l'immunité cellulaire peuvent jouer un rôle, et elle n'est pas mesurée. Alors si ce taux d'anticorps était souhaité par certains comme étant une preuve possible
du fait qu'on avait fait le Covid et qu'on était protégé. Et entre autres, les députés européens auraient souhaité mettre ce taux d'anticorps dans ce certificat. Les États membres, à cause justement du membre de standardisation, à cause de la non-définition d'une limitation bien précise, n'étaient pas d'accord avec ce point. Il a donc été décidé au départ que l'on se baserait maintenant sur un test négatif récent, sur un test positif ancien en ayant guéri ou sur le fait d'être vacciné. Par contre, l'adjonction à ce certificat de la présence d'anticorps, mieux cerné, mieux délimité, sera peut-être possible dans le futur et la Commission est chargée d'ici 4 mois de revoir ce point et éventuellement à ce moment-là d'introduire les anticorps et d'introduire les anticorps avec une délimitation bien précise. Hoeveel antistoffen zal iemand moeten hebben om als immuun beschouwd te worden in het kader van het Europese COVID-certificaat? Wel, op dit ogenblik is er geen specifieke gehalte van antistoffen vastgelegd en daar is een heel goede reden voor. Ten eerste weten we niet of dat daar een bepaalde afkapwaarde bestaat waarboven iemand al dan niet beschermd is voor wat dat die antistoffen betreft. Dat is één zaak. En anderzijds is het ook zo dat het gehalte antistoffen dat in uw bloed gemeten wordt heel sterk afhankelijk is van het soort test dat gebruikt wordt. Bij de ene test zal dat hoger liggen, bij de andere lager. Bij de ene test kan dat negatief zijn, bij de andere positief. Daar zit heel veel variatie op. Dat is op dit ogenblik nog niet goed gestandaardiseerd. Er is ook een risico op vals positieve en vals negatieve antistoffentesten. Daarom gebruikt men voor het COVID-certificaat een aantal criteria. Vaccinatie is er één van, of een negatieve virustest die recent werd afgenomen binnen de 3 dagen. Of een bewijs van een oude infectie, dat kan bijvoorbeeld een oude positieve PCR-test zijn. Maar geen specifieke drempel of afkapwaarde voor antistoffen op dit ogenblik. Vanaf welke vaccinatiegraad zouden we het dragen van een mondmasker buiten achterwege kunnen laten? Wel, op dit ogenblik is er geen specifieke vaccinatiegraad gedefinieerd, waarboven je dan de maskerplicht buiten op drukke plaatsen zou laten vallen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat naarmate de vaccinatiegraad toeneemt, maar vooral ook naarmate de epidemiologische situatie verbetert, meer en meer maatregelen kunnen versoepeld worden en opgeheffen worden. Maar het gaat natuurlijk niet enkel om de vaccinatiegraad. We willen vooral dat de epidemiologische situatie ook verbetert. Vermoedelijk zal dat hand in hand gaan. Maar je moet ook rekening houden met bijvoorbeeld het opduiken van eventuele varianten die bijvoorbeeld meer ziekmakend zouden zijn of die zouden kunnen ontsnappen aan het vaccin. Dus niet enkel de vaccinatiegraad, maar ook die epidemiologische factoren spelen een rol. We volgen dat week na week, maand na maand op. En zodra dat er kan versoepeld worden, zal er versoepeld worden. Maar intussen is het natuurlijk wel belangrijk om te zeggen dat het dragen van een masker niet alleen belangrijk is voor jezelf, maar opnieuw ook een soort vorm van hoffelijkheid is naar anderen toe. Op dit ogenblik zijn er nog altijd veel mensen die niet gevaccineerd zijn of onvolledig gevaccineerd zijn en die niet willen besmet worden. Die mensen willen ook gebruik maken van de openbare ruimte of deelnemen aan een evenement. En dan is het toch goed dat we met z'n allen op sommige plaatsen nog steeds een masker dragen, vooral uit respect ook voor de ander. Daarbij wil ik wel nog vermelden dat een masker buiten enkel maar zin heeft op plaatsen waar het druk is en waar je de afstand tegenover elkaar of de veiligheidsafstand niet kan garanderen. À partir de quel taux de vaccination pourrait-on éventuellement envisager de laisser tomber le masque à l'extérieur? Alors, il n'y a pas vraiment un taux bien précis qui a été déterminé actuellement à ce niveau-là. Le but, bien sûr, c'est avec l'augmentation de la vaccination d'une part et d'autre part aussi avec l'amélioration de la situation épidémiologique, qu'on puisse arriver le plus rapidement possible à différents assouplissements, dont celui-là.
Il n'y a pas que la vaccination qui doit être considérée. On l'a dit, il y a l'épidémiologie globale de la maladie, aussi la présence éventuelle de variants qui pourraient nous poser des problèmes tant de transmission que de sévérité. Et tous ces paramètres, vous le voyez, lors des conférences de presse, sont suivis au jour le jour et analysés. En attendant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on porte un masque, on le porte bien sûr pour soi, mais le porte aussi pour les autres et en respect par rapport aux autres qui ne souhaitent pas être infectés et qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être vaccinés ou qui éventuellement ont un vaccin qui a donné de moins bons résultats en fonction de pathologies sous-jacentes que ces personnes pouvaient avoir. Et donc je pense qu'il est important de continuer à considérer ce port du masque dans un sens de gestion globale et de participation personnelle à la gestion globale de la diminution de la transmission. Il faut souligner qu'à l'extérieur, bien sûr, ce masque n'a des raisons d'être que dans les endroits où on a beaucoup de monde, que ce soit, par exemple, au niveau des magasins, au niveau de rues commerçantes, dans des situations où on serait regroupés nombreux dans un jardin, par exemple, où il y aurait trop de monde. On reparlera des jardins et de ces choses-là dans les jours qui vont venir et éventuellement, bien sûr, aux endroits où c'est obligatoire au niveau légal lié à la commune. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve déjà dans 4 jours, c'est mardi prochain à 10h, à 11h, pardon, pour la prochaine conférence de presse. Passez un très très bon week-end.